La grand-mère chassée d'une boutique de luxe, le lendemain son fils millionnaire revient avec 10 gardes du corps. Bienvenue et profitez de l'histoire. Le soleil de Madrid filtrait à travers les rideaux décolorés du petit appartement de Carmen Vázquez. À 72 ans, son visage portait les marques d'une vie d'effort et de sacrifice. Ses mains, burinées par des décennies de travail, tremblait légèrement tandis qu'elle ajustait le fermoir de son vieux collier de fausses perles devant le miroir ébréché de l'entrée. Aujourd'hui était un jour spécial. Après des semaines d'économie, elle s'était enfin décidée à visiter cette boutique exclusive de l'avenue Montaigne, à Paris, où elle avait vu une robe bleu marine qui lui rappelait celle dont sa fille Pilar avait toujours rêvé. Carmen ajusta son cardigan beige, soigneusement boutonné, sur une blouse fleurie qu'elle avait achetée au marché du quartier il y a des années. Elle passa une main dans ses cheveux argentés, soigneusement coiffés en un chignon bas, et respira profondément. Ses chaussures, cirées mais usées aux semelles, après des années de marche vers le marché, l'église et les consultations médicales, lui renvoyaient un reflet terne depuis le sol. Ce n'était pas la tenue idéale pour visiter une boutique de luxe, mais c'était le mieux qu'elle avait. L'appartement était petit mais impeccable. Les photographies encadrées sur la commode racontaient l'histoire d'une vie. Carmen aux côtés de son défunt mari Antonio, son fils José Luis lors de sa remise de diplôme universitaire, Pilar, sa fille, à différents moments de sa vie. Sur toutes les images, le regard de Carmen reflétait une immense fierté, cette fierté que seuls connaissent ceux qui ont tout sacrifié pour leurs enfants. Elle prit son sac à main usagé mais propre, vérifia qu'elle avait son porte-monnaie avec les économies de 3 mois et sortit dans la rue. Le quartier de Belleville grouillait d'activité, mais Carmen n'y prêta guère attention. Son esprit était dans cette robe bleu marine avec des broderies argentées qu'elle avait vues dans la vitrine d'élégance. La boutique la plus exclusive de Paris. L'anniversaire de Pilar approchait et Carmen voulait, pour une fois, lui offrir quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui soit à la hauteur des rêves que sa fille avait dû remettre à plus tard pour aider à la maison, après la mort d'Antonio. Le trajet en métro fut long. Carmen observait les jeunes avec leurs téléphones, les mères avec leurs enfants, les cadres avec leurs costumes impeccables. Elle semblait invisible au milieu de la foule, une de ces vieilles dames qui voyagent en métro en milieu de matinée, quand le billet est moins cher. Personne ne pouvait imaginer que sous cette apparence humble battait un cœur plein de détermination. En sortant du métro dans le quartier de la Madeleine, le contraste fut immédiat. Les larges rues propres, les vitrines étincelantes, les gens élégamment vêtus qui se promenaient sans hâte. Carmen se sentit déplacée, mais continua de marcher. Le numéro 87 de l'avenue Montaigne apparut devant ses yeux. Élégance brillait en lettres dorées sur la façade de pierre. Un instant, elle hésita, mais le souvenir de Pilar parlant de cette robe qu'elle avait vue dans un magazine la poussa à pousser la lourde porte vitrée. L'intérieur était un sanctuaire de luxe, des lumières tamisées qui mettaient en valeur les vêtements exclusifs, une musique jazz douce flottant dans l'ambiance, et un parfum subtil de parfum cher. Carmen entra avec une dignité silencieuse, bien que ses vêtements murmuraient des histoires de friperie et de vieux souvenirs. Ses yeux, doux, aimables et un peu fatigués, parcoururent l'intérieur scintillant de la boutique. Immédiatement, elle sentit les regards. La vendeuse principale, une jeune femme d'une trentaine d'années, impeccablement vêtue et maquillée, l'observa de haut en bas avec une expression qui mêlait surprise et dédain. Depuis le comptoir, une autre employée échangea un regard complice avec elle. Carmen s'approcha du mannequin qui exposait la robe bleu marine, ses broderies argentées brillant sous la lumière. Sa main se leva pour la toucher, juste pour sentir le tissu dont Pilar avait rêvé. « Madame !» lança une voix sèche. « Ne touchez pas à la marchandise, s'il vous plaît. » Carmen retira sa main, sursautant. « Je suis désolé, je voulais juste... » La vendeuse s'approcha, ses talons claquant sur le marbre. « Nous ne permettons pas de regarder sans intention d'achat. »
dit-elle, croisant les bras. Ce n'est pas une friperie ici. De derrière le comptoir, l'autre employée sourit avec malice. Elle s'est peut-être trompée de chemin, elle cherchait la pharmacie. Les clients se retournèrent pour regarder, leurs yeux examinant le pull de Carmen, ses chaussures usagées, sa posture gentille. Son visage rougit, mais elle ne discuta pas. Elle dit simplement « Je voulais me renseigner sur la robe bleue. C'est pour l'anniversaire de ma fille. Elle a toujours adoré cette couleur. » « Eh bien, » répondit la vendeuse, assez fort, « pour que tout le monde l'entende, cette pièce coûte 6 000 €. Nous ne faisons pas de réservation et nous ne faisons pas de charité. » Carmen déglutit. Ses mains tremblèrent légèrement tandis qu'elle les joignait devant elle. Elle hocha la tête une fois et s'éloigna, sa dignité intacte bien que son cœur se brisât. Dehors, le vent soufflait doucement, mais sa poitrine était lourde, non pas à cause de la robe, mais à cause des regards, des rires, de la cruauté gratuite. Cela lui importait peu pour elle-même. Elle avait affronté des choses pires au cours de ses 72 ans. Mais le souvenir du visage de Pilar, quand elle parlait de cette robe, continuait de brûler avec force. Elle avait juste voulu la surprendre. Une seule fois, lui donner quelque chose de grandiose. Elle s'éloigna en silence, sans savoir que derrière elle, le personnel de la boutique continuait de rire. Alors qu'elle retournait à la station de métro, les yeux de Carmen s'humidifièrent, mais elle ne laissa pas les larmes couler. « Quelle idiote j'ai été !» pensa-t-elle. « Comment ai-je pu imaginer que je pourrais entrer dans un endroit comme... » Et ça ? Ce n'était pas la première fois que Carmen subissait le rejet à cause de son apparence, mais cette fois, cela faisait plus mal parce que c'était lié à Pilar, à ce désir de donner à sa fille quelque chose qu'elle n'avait jamais pu avoir. Le trajet de retour à la maison fut flou, mécanique. Carmen ne remarqua presque pas les stations, les visages, le bruit. Son esprit était toujours dans cette boutique, dans l'humiliation, dans la cruauté gratuite avec laquelle elle avait été traitée. Non pas pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle avait l'air d'être, pour ce qu'elle semblait avoir ou ne pas avoir. En arrivant dans son appartement, Carmen s'assit lourdement sur le canapé usagé. Ses yeux se posèrent sur la photographie de José Luis lors de sa remise de diplôme. Son fils, cet enfant maigre qu'elle avait élevé seule après la mort d'Antonio, était maintenant un homme d'affaires prospère. Il était parti au Mexique il y a des années pour développer son entreprise. Et bien qu'ils se parlent chaque semaine au téléphone, cela faisait des mois qu'elle ne l'avait pas vu en personne. Il insistait toujours pour lui envoyer de l'argent, pour lui acheter une meilleure maison. Mais Carmen refusait toujours. « Garde-le pour tes enfants », lui disait-elle. « J'ai tout ce dont j'ai besoin. » Mais aujourd'hui, pour la première fois, Carmen se demanda si elle aurait dû accepter l'une de ses offres. Peut-être alors, vêtue de vêtements chers et de bijoux authentiques, cette vendeuse l'aurait traitée avec respect. Le téléphone sonna, l'attirant de ses pensées. C'était José Luis, comme s'il avait ressenti sa tristesse à travers l'océan. « Maman, comment vas-tu » Sa voix sonnait chaleureuse, si familière malgré la distance. « Bien, mon fils, bien » répondit Carmen, forçant la joie dans sa voix. « Et toi ? Comment vont les affaires ? » « Tout va très bien, maman. En fait, je t'appelais pour te faire une surprise. Je suis à Paris, je suis arrivé ce matin pour une importante réunion. Peut-on se voir demain pour déjeuner ?» Le cœur de Carmen fit un bond. « Bien sûr que oui, mon fils. Tu viens à la maison ? Non, maman, je veux t'inviter au restaurant. Je passerai te chercher à 11 heures, ça te convient ?» Carmen sourit, sa tristesse momentanément oubliée. « Parfait, mon fils. Je t'attends. » En raccrochant, Carmen se dirigea vers son armoire pour décider quoi porter demain. Parmi ses rares vêtements, rien ne semblait convenir à un restaurant de luxe. Finalement, elle opta pour la même tenue qu'elle avait portée aujourd'hui. Son cardigan beige sur la blouse fleurie, sa jupe sombre, ses chaussures usées mais propres. C'était le mieux qu'elle avait. Cette nuit, alors qu'elle se préparait à dormir, Carmen pensa à raconter à José Luis ce qui s'était passé dans la boutique, mais elle écarta rapidement l'idée. Son fils avait suffisamment de soucis à gérer avec son entreprise. Il n'avait pas besoin de supporter également les petites humiliations de sa mère.
Si vous appréciez l'histoire, écrivez 5 dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, écrivez 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour vous. Continuons. Le soleil du lendemain matin illuminait les rues de Paris lorsque José Luis arriva ponctuellement à 11 heures. Carmen descendit prudemment les escaliers du vieil immeuble et fut surprise. Ce n'était pas un taxi qui l'attendait, mais un convoi de SUV noirs aux vitres teintées. Du véhicule central descendit José Luis, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure qui soulignait son allure élégante et sûre de lui. « Maman !» s'exclama-t-il, l'embrassant chaleureusement. « Comment vas-tu? Tu m'as tellement manqué !» Carmen répondit à l'étreinte, surprise par la transformation de son fils. Ce n'était pas seulement le costume cher ou la montre de luxe à son... et le poignet. Il y avait quelque chose dans sa façon de se mouvoir, dans la confiance qu'il irradiait, qui parlait de pouvoir et de succès. « Tu es très beau, mon fils !» dit Carmen, lui ajustant la cravate d'un geste maternel. « Tu ressembles à un homme important. » José Luis sourit. « Allons-y, je vais t'emmener déjeuner dans le meilleur restaurant de Paris. Nous avons beaucoup de choses à nous raconter. » Pendant le trajet, José Luis lui parla de son entreprise, qui opérait désormais dans 20 pays et employait plus de 30 000 personnes. Carmen écoutait avec fierté, mais aussi avec une certaine inquiétude. Ce monde de son fils semblait si distant du sien. « Mais raconte-moi, maman. Qu'as-tu fait hier ?» demanda José Luis, la regardant attentivement. Carmen détourna le regard vers la vitre. « Rien de spécial, mon fils, comme d'habitude. » José Luis l'observa attentivement. Il connaissait sa mère mieux que personne. Il savait quand quelque chose l'inquiétait. « Maman, s'est-il passé quelque chose hier? Tu peux me le dire. » Carmen soupira. Elle n'avait jamais pu cacher quoi que ce soit à José Luis, pas même quand il était enfant. D'une voix douce, elle lui raconta sa visite chez Élégance, la robe qu'elle voulait acheter pour Pilar, comment elle avait été traitée. À chaque mot, le visage de José Luis s'assombrissait. Ses mains se crispèrent sur le volant et une veine palpitait sur sa tempe. Quand Carmen eut terminé son récit, le silence dans la voiture était dense, chargé d'émotions. « Où est cette boutique ?» demanda-t-il finalement d'une voix contenue. « Avenue Montaigne, mais ce n'est pas grave, mon fils. Ce sont des choses qui arrivent, » répondit Carmen, regrettant d'avoir parlé. « Profitons de notre repas, d'accord ?» José Luis acquiesça, mais son expression restait sombre. « Bien sûr, maman, on déjeunera d'abord. » Le restaurant était tout ce que Carmen avait imaginé, élégant, exclusif, avec vue sur le jardin des Tuileries. Les serveurs les traitèrent avec une déférence que Carmen n'avait jamais connue, et, pendant un moment, elle oublia l'incident de la veille. Pendant le repas, José Luis lui parla de ses projets futurs, de la façon dont il développait des technologies qui pourraient aider les communautés défavorisées à accéder à une énergie propre. Carmen l'écoutait attentivement, reconnaissant, chez son fils, les valeurs qu'elle avait tant essayé de lui inculquer, le respect des autres, la générosité, la préoccupation pour ceux qui ont moins. « J'ai toujours pensé que tu te consacrerais aux affaires uniquement pour gagner de l'argent, » confessa Carmen. « Mais je vois qu'il y a bien plus. » José Luis prit la main de sa mère sur la table. « Tout ce que je fais trouve son origine dans ce que tu m'as appris, maman. Chaque décision que je prends, chaque projet que j'entreprends, tout est inspiré par tes valeurs, par ta façon de voir le monde. » Les paroles de son fils réchauffèrent le cœur de Carmen. Malgré la distance physique, malgré les années de séparation, le lien entre eux restait fort, inébranlable. Après, le dessert, José Luis regarda sa montre et dit « Maman, je dois faire un arrêt avant de te ramener à la maison. Tu m'accompagnes ?» Carmen acquiesça, bien que quelque chose dans le ton de son fils l'inquiétât. Ils remontèrent dans la voiture, et à sa grande surprise, ils se dirigèrent vers l'avenue Montaigne. « José Luis, où allons-nous » demanda-t-elle lorsqu'elle reconnut la rue. « Fais-moi confiance, maman » fut sa seule réponse.
À 15 heures précises, le convoi de SUV noirs s'arrêta devant Élégance. Les gens sur le trottoir s'arrêtèrent pour regarder. José Luis descendit le premier, puis aida Carmen à sortir. Autour d'eux, 10 gardes du corps formèrent un cordon, protecteurs, leurs yeux scrutants, leurs mains croisées devant leurs costumes. « Mon fils, non, s'il te plaît », supplia Carmen, comprenant ses intentions. Ce n'est pas nécessaire, mais José Luis avançait déjà vers les portes vitrées, sa présence imposante et décidée. Carmen le suivit, son cœur battant, la chamade. À l'intérieur, la même vendeuse leva les yeux de derrière le comptoir, son visage perdant sa couleur. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, sa voix soudainement très faible. José Luis regarda autour de lui, ses yeux froids. Hier, une dame âgée est venue ici. Elle portait un cardigan. Elle a demandé une robe. La vendeuse hésita. « Nous recevons beaucoup de dames âgées. » « C'est ma mère. » Les mots tombèrent comme des tonnerres. La boutique devint silencieuse. Même la musique s'était arrêtée. « Elle ne vous a pas dit son nom, » continua-t-il, s'approchant, « parce qu'elle ne le crie pas sur tous les toits. Mais laissez-moi vous aider à vous souvenir. La femme que vous avez humiliée m'a élevé seule après la mort de mon père. Elle a sauté des repas pour que je puisse aller à l'école. Elle n'a jamais rien demandé. Elle n'a jamais exigé de reconnaissance. » La vendeuse cligna des yeux, paniquée. « Monsieur, si j'avais su… » Il l'interrompit. « Vous avez vu une vieille dame avec des vêtements simples. Vous n'avez pas vu la force, la grâce, les sacrifices. J'ai construit une entreprise qui opère maintenant dans 20 pays, continua-t-il. Nous employons plus de 30 000 personnes, et j'échangerai chaque euro que j'ai gagné rien que pour éviter à ma mère une seule seconde de l'humiliation qu'elle a subie en ce lieu. » Il se tourna vers l'un des gardes du corps. « Où est la robe ?» On la lui apporta en quelques secondes. Il ne regarda même pas l'étiquette du prix. « Nous prenons celle-ci, et 10 autres, une pour chaque femme de la résidence où ma mère est bénévole. » Le personnel resta bouche bée, puis il ajouta en regardant droit dans les yeux de la vendeuse, « Vous ne les encaisserez pas, vous êtes licencié. » Elle balbutia quelque chose. Des excuses, peut-être, mais il était trop tard. José, lui, se tourna vers une jeune assistante qui pliait des mouchoirs à l'arrière. « Comment vous appelez-vous ?»« Ah, Alba, » dit-elle nerveusement. « Vous avez aidé ma mère à ramasser son sac à main quand il est tombé. Cela vous rend honnête. Vous êtes désormais responsable de la boutique, avec effet immédiat. » Le silence dans la boutique était absolu, tandis que José Luis se dirigeait vers la sortie, avec Carmen à ses côtés, protégée par ses gardes du corps. À la porte, il s'arrêta et se retourna une dernière fois vers la vendeuse principale, qui restait immobile, pâle. « Encore une chose, » dit-il, d'une voix claire et ferme. « Ma mère reviendra dans cette boutique quand elle le voudra, et j'espère qu'elle recevra le respect qu'elle mérite, car elle nous a appris que la vraie élégance ne s'achète pas, elle se démontre par les actes. » En sortant de la boutique, Carmen était sous le choc. Elle n'avait jamais vu son fils agir ainsi, avec autant de pouvoir et de détermination. Elle ne savait pas si elle devait se sentir fière ou honteuse. « José Luis, » dit-elle finalement, lorsqu'ils furent dans la voiture, « tu n'avais pas à faire ça. » Il prit ses mains dans les siennes. « Bien sûr que je devais le faire, maman, non pas par vengeance, mais par justice. Pour toutes ces années où tu as souffert en silence, pour que je puisse avoir un avenir, il est temps que le monde sache qui tu es vraiment. » Pendant le trajet du retour, Carmen resta silencieuse, digérant ce qui s'était passé. Il était étrange de se voir défendue avec tant de véhémence après une vie entière, à se défendre seule, à prendre soin des autres, jamais d'elle-même. En arrivant à la maison, José Luis insista pour monter avec elle. « Je veux voir où tu habites. »« Maintenant, » dit-il. « Cela fait des années que je n'ai pas visité ton appartement. » Carmen sentit une pointe d'anxiété. Son fils était habitué au luxe, aux grands espaces élégants. Que penserait-il de son petit appartement à Belleville, avec des meubles usés et des murs qui avaient besoin d'une couche de peinture? Mais quand ils entrèrent,
José Luis ne montra ni dédain ni pitié. Il parcourut chaque pièce avec intérêt, s'arrêtant devant les photographies, touchant avec affection les objets qui avaient fait partie de son enfance. La vieille machine, à coudre de sa mère, la pendule qui avait appartenu à son père, les livres usés que Carmen avait chéris pendant des années. « Cet endroit est plein d'amour, maman, » dit-il finalement, en s'asseyant sur le canapé usagé. « On s'y sent plus chez soi que dans aucune de mes maisons. » Carmen sentit les larmes menacées de déborder. Elle s'assit à côté de son fils et, pour la première fois depuis longtemps, elle se permit d'être vulnérable. « J'ai toujours essayé de te donner le meilleur, José Luis, même quand on n'avait rien. Et tu as réussi, maman. Tu m'as donné le plus important, des valeurs, de la dignité, de l'amour inconditionnel. Tout ce que je suis aujourd'hui, je te le dois. » À ce moment, le téléphone sonna. C'était Pilar, qui appelait pour confirmer sa visite du dimanche. José Luis prit le téléphone, impatient de parler à sa sœur, qu'il n'avait pas vue depuis Noël. Pendant qu'il les écoutait converser, Carmen se rendit compte de quelque chose. La vraie richesse n'était ni dans cette robe bleu marine, ni dans l'entreprise multinationale de José Luis. Elle était là, en ce moment, dans l'amour qui unissait sa famille, malgré la distance et les circonstances. L'après-midi se déroula entre conversation et souvenirs. José Luis insista pour rester dîner, et ensemble, ils préparèrent une omelette aux pommes de terre, comme dans le bon vieux temps. Il n'y avait ni garde du corps, ni luxe, juste une mère et un fils, partageant un moment de simplicité authentique. À la tombée de la nuit, avant de partir, José Luis remit une boîte à Carmen. « Ouvre-la, maman. » À l'intérieur se trouvait la robe bleu marine. Carmen la sortit avec soin, admirant la délicatesse du tissu, les détails de la broderie argentée. « Elle est vraiment magnifique, » murmura-t-elle. « Pilar va l'adorer. » José Luis sourit. « Ce n'est pas seulement pour Pilar, c'est aussi pour toi, maman, pour te rappeler que tu mérites le meilleur, toujours. » Carmen embrassa son fils, avec force, submergée par l'émotion. « Le plus beau cadeau que je puisse avoir, je l'ai déjà, José Luis. C'est vous, toi et ta sœur. Ma plus grande fierté. » Après le départ de José Luis, qui promit de revenir bientôt, Carmen resta assise dans son petit salon, contemplant la robe étendue sur le canapé. Elle représentait bien plus qu'un vêtement coûteux. C'était un symbole de dignité retrouvée, de fierté restaurée, d'amour manifesté de la manière la plus inattendue. Le lendemain matin, une surprise l'attendait. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. D'abord, un appel de la maison de retraite où Carmen était bénévole, remerciant la généreuse donation de robes pour les femmes âgées. Ensuite, une journaliste voulait l'interviewer sur l'incident de élégance, qui était apparemment devenu le sujet de conversation dans tout Paris. Carmen déclina poliment, ne voulant pas alimenter les commérages. Le troisième appel venait d'Alba, la nouvelle responsable de élégance. « Madame Vasquez, je voulais juste vous dire que votre fils a fait quelque chose d'extraordinaire ici, non seulement pour les changements de personnel, mais pour nous, faire tous réfléchir à la façon dont nous traitons les autres. » Carmen sourit. « Mon fils a toujours eu un sens aigu de la justice, Alba, même tout petit. » « Eh bien, il a déclenché une révolution silencieuse, » répondit Alba. « Ce matin, la propriétaire de la boutique nous a réunis pour annoncer une nouvelle politique, un traitement respectueux et égalitaire pour tous les clients, quelle que soit leur apparence, et elle m'a demandé de vous transmettre ses excuses personnelles. » Après avoir raccroché, Carmen resta pensante. Une seule action, un acte de dignité et de justice, avait déclenché des changements qui dépassaient les limites d'une boutique ou d'une robe. Le dimanche arriva avec un soleil radieux qui baignait Paris d'une lumière dorée. Carmen se vêtit avec un soin particulier pour recevoir Pilar. Elle ne portait rien de luxueux, juste ses vêtements habituels, mais il y avait quelque chose de différent en elle, une confiance renouvelée, une fierté silencieuse qui illuminait son visage plus que n'importe quel bijou ou tissu cher. Pilar arriva à l'heure, comme toujours. À 45 ans, elle avait toujours cette énergie vibrante qui la caractérisait depuis l'enfance.
Professeure de littérature à la Sorbonne, elle avait hérité de Carmen la passion pour la lecture et l'éducation. « Maman !» s'exclama-t-elle en l'embrassant. « José Luis m'a appelé, il m'a tout raconté. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé dans cette boutique. » Carmen minimisa l'importance d'un geste. « C'est passé, ma fille. » Je ne veux pas en rajouter, mais Pilar insista. « Non, maman, ce qu'ils t'ont fait n'est pas juste. Et ce qu'a fait José Luis, bon, c'était excessif mais nécessaire. Trop souvent, nous avons permis que les gens nous traitent avec mépris à cause de notre apparence ou de notre niveau socio-économique. » Carmen regarda sa fille avec surprise. Elle avait toujours été la rationnelle, la prudente, tandis que José Luis était l'impulsif, l'émotif. « Tu as raison, » admit-elle finalement. « Pendant des années, je me suis habituée à être invisible, à être jugée sur mon apparence. Peut-être parce que je n'ai jamais pensé mériter plus. »« Bien sûr que tu mérites plus, maman !» s'exclama Pilar, lui prenant les mains. « Tu mérites tout le respect du monde. C'est pourquoi je veux que tu m'accompagnes demain à ma conférence à l'université. Et je veux que tu portes la robe que José Luis t'a achetée. » « Moi ? Avec cette robe ?» Carmen rit nerveusement. « Non, ma fille. Elle est pour toi. Elle a toujours été pour toi. » Pilar sourit avec malice. « Alors, nous la partagerons. Comme on faisait avec tout quand on était pauvre. Tu te souviens ? Je la porterai pour la conférence, et toi pour le dîner d'après. Ce sera notre petit acte de rébellion contre tous ceux qui nous ont un jour fait sentir moins. » Et c'est ainsi que le lendemain, Carmen Vasquez se retrouva assise au premier rang de l'amphithéâtre de l'université de la Sorbonne, voyant sa fille briller sur scène avec cette robe bleu marine qui avait déclenché toute cette histoire. Pilar parla avec passion de littérature et de justice sociale, du pouvoir transformateur des mots et des actions. À un moment de sa conférence, Pilar regarda directement Carmen et dit « La vraie élégance ne réside pas dans ce que nous portons, mais dans la façon dont nous traitons les autres. Cette leçon, je l'ai apprise de ma mère, qui est ici aujourd'hui, et qui représente pour moi le vrai sens de la dignité. » Le public applaudit, sans connaître l'histoire complète, sans comprendre le profond sens que ces mots avaient pour la mère et la fille. Ensuite, pendant le dîner, Carmen porta la robe avec une simplicité naturelle qui attirait les regards d'admiration. Ce n'était pas le tissu luxueux qui la faisait ressortir, mais cette confiance tranquille, cette dignité inébranlable qu'elle avait toujours possédée, mais qui brillait maintenant d'un éclat particulier. « Tu es magnifique, maman », dit Pilar en l'observant avec fierté. « Tu l'as toujours été, avec ou sans robe de créateur. » Carmen sourit. « L'important, ce n'est pas la robe, ma fille. C'est ce qu'elle représente, que nous ne devons jamais permettre aux autres de définir notre valeur. » En rentrant chez elle ce soir-là, Carmen reçut un message de José Luis du Mexique. Il y avait une photographie jointe. Lui, dans son bureau, habillé formellement mais avec un détail qui fit sourire Carmen avec tendresse. Dans la poche de son costume dépassait un mouchoir du même bleu marine que la robe, un petit hommage à sa mère, à sa lutte, à sa dignité. « Pour que tu te souviennes toujours que, où que tu sois, j'emporte avec moi tes enseignements », disait le message. Carmen s'endormit cette nuit avec une sensation de paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. L'humiliation s'était transformée en triomphe, non par vengeance, mais par justice. La honte s'était transformée en fierté, non par arrogance, mais par dignité retrouvée. Et surtout, ses enfants avaient prouvé que les leçons les plus précieuses, celles qu'elle avait essayé de leur inculquer pendant des années de sacrifice et d'amour inconditionnel, avaient jeté de profondes racines. Avez-vous déjà vécu ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu une discrimination en raison de son apparence? Partagez votre expérience dans les commentaires. Les jours passèrent et la vie de Carmen reprit progressivement son cours habituel. Les matins à la maison de retraite, les après-midi à coudre ou à lire, les appels hebdomadaires avec José Luis, les cafés avec Pilar. Cependant,
Quelque chose avait subtilement changé dans son environnement. Les voisins la saluaient avec un nouveau respect. Les commerçants du quartier lui demandaient des nouvelles de ses enfants avec un intérêt sincère. Et lorsqu'elle marchait dans les rues de Belleville, elle ne se sentait plus invisible. Un après-midi, alors que Carmen achetait des fruits au marché, une femme élégamment vêtue s'approcha d'elle. « Excusez-moi », dit-elle avec une nervosité évidente. « Êtes-vous Carmen Vasquez ?» Carmen la regarda avec surprise. « Oui, c'est moi. Nous nous connaissons ?» La femme secoua la tête. « Pas personnellement, je suis Sofia Rivero, la propriétaire d'Élégance. Je voulais vous rencontrer, vous parler... » Le cœur de Carmen s'accéléra. « Ce n'est pas nécessaire. Vraiment. Ce qui s'est passé est oublié. » Mais Sofia insista. « S'il vous plaît, permettez-moi de vous inviter à prendre un café. Ce qui s'est passé dans ma boutique, la façon dont vous avez été traité, me remplit de honte. Je suis venu vous demander pardon, même si je sais qu'il est trop tard. » Carmen observa la femme. Sous son apparence sophistiquée, elle vit quelque chose qu'elle reconnaissait, la vulnérabilité, le repentir sincère. Elle acquiesça et ensemble, elles se dirigèrent vers un café voisin. Assise devant 2 tasses fumantes, Sofia parla franchement. « Votre fils m'a donné une leçon que je n'oublierai jamais. Pas seulement par ce qu'il a fait, mais par la façon dont il l'a fait. Avec dignité, avec des principes, continua Sofia. Maintenant, je comprends d'où il les tient. » Carmen observa l'élégante femme d'affaires, surprise par son humilité. « Nous faisons tous des erreurs, dit-elle doucement. L'important, c'est d'en tirer des leçons. » « Savez-vous ce qui est le plus ironique ?» réfléchit Sofia, avec un sourire triste. « Toute ma vie, j'ai recherché l'élégance, je l'ai vendue, je l'ai prêchée, et je n'ai jamais vraiment compris ce qu'elle signifiait jusqu'à ce que je voie votre fils la défendre pour vous. » Carmen acquiesça, comprenant parfaitement. La vraie élégance ne se porte pas, Sofia. Elle se vit. Cette conversation marqua le début d'une amitié improbable. Sofia, qui avait vendu Élégance après l'incident, avait créé une fondation pour soutenir les femmes âgées en situation de vulnérabilité. Et elle voulait que Carmen soit sa principale conseillère. « Vous avez la sagesse dont nous avons besoin, » lui dit-elle. « Vous avez vécu ce que beaucoup de ces femmes vivent. » Carmen accepta, non pas pour une reconnaissance personnelle, mais parce qu'elle voyait une opportunité de transformer cette expérience douloureuse en quelque chose de positif qui pourrait aider les autres. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités pour Carmen. Entre les réunions avec Sofia pour planifier la fondation et ses visites habituelles à la maison de retraite, elle avait à peine le temps de se reposer. Mais elle se sentait plus vivante que jamais, plus utile, plus valorisée. Un mardi après-midi, alors qu'elle examinait des propositions pour la fondation dans son petit appartement, elle reçut un appel inattendu. C'était José Luis, sa voix tendue d'urgence. « Maman, je dois te demander quelque chose d'important. J'ai besoin que tu viennes au Mexique. » Carmen fut surprise. Pendant toutes ces années, son fils n'avait jamais insisté pour qu'elle lui rende visite. C'était toujours lui qui voyageait en Espagne. « Que se passe-t-il, mon fils? Est-ce que ça va ?»« Je vais bien, mais j'ai une négociation cruciale avec des investisseurs internationaux. Et je veux que tu sois là. » « Mais José Luis, qu'est-ce que je pourrais bien faire dans une réunion d'affaires ?» demanda Carmen déconcertée. Il y eut une pause de l'autre côté du fil. « Maman, tout ce que j'ai construit est basé sur les valeurs que tu m'as enseignées. Je veux que ces investisseurs comprennent d'où vient la philosophie de notre entreprise, et personne ne peut mieux l'expliquer que toi. » Le cœur de Carmen fit un bond. L'idée de voler au Mexique, d'être dans une salle pleine de dirigeants puissants, l'effrayait. Mais elle ressentait aussi une étrange émotion. Quand est-ce que je devrais partir? J'ai envoyé les billets par email à Pilar. Le vol est après-demain. Première classe, bien sûr. Et ne t'inquiète de rien, mon assistante s'occupera de tous les détails. 2 jours plus tard, Carmen se trouvait dans un avion en direction du Mexique, regardant par le hublot comment Madrid s'amenuisait sous elle. Elle n'avait jamais volé en première classe et l'expérience lui semblait étrange. Les sièges spacieux,
Les attentions constantes des hôtesses de l'air, les regards curieux des autres passagers qui semblaient se demander ce que faisait une femme âgée et simplement vêtue dans cette section de l'avion. S'ils savaient, pensa Carmen avec un sourire ironique, s'ils savaient que jusqu'à il y a quelques semaines, j'étais intimidé en entrant dans une boutique de luxe. Le vol fut long, mais confortable. À son arrivée à Mexico, un chauffeur l'attendait avec une pancarte indiquant « Madame Vasquez ». L'homme la traita avec une déférence que Carmen trouva presque embarrassante. « Je vous conduirai directement à la résidence de Monsieur Vasquez », lui informa-t-il, tandis qu'il chargeait sa modeste valise dans une luxueuse automobile. La maison de José Luis s'avéra être un manoir moderne dans les collines de Lomas de Chapultepec, avec des vues panoramiques sur la ville. Carmen fut coupé le souffle en entrant. Tout était vaste, lumineux, d'un goût exquis, mais sans ostentation inutile. José Luis l'attendait dans le hall, visiblement ému. « Maman, tu es enfin là !» s'exclama-t-il en l'embrassant chaleureusement. « Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi à te convaincre. » Carmen répondit à l'étreinte, submergée, par tant d'émotion. « Ta maison est magnifique, mon fils. J'ai toujours su que tu irais loin, mais ça... » José Luis sourit avec une certaine timidité. « Ce n'est qu'une maison, maman. L'important, c'est que tu sois ici. Viens, je vais te montrer ta chambre pour que tu puisses te reposer. Demain, c'est le grand jour. » La chambre destinée à Carmen était plus grande que tout son appartement à Paris. Avec une terrasse privée donnant sur un jardin luxuriant, elle semblait tout droit sortie d'un magazine de décoration. Sur le lit, il y avait un paquet élégamment emballé. « Un cadeau de bienvenue », expliqua José Luis. « J'espère que ça te plaira. » À l'intérieur de la boîte se trouvait un tailleur-pantalon d'un bleu profond, similaire à celui de la robe élégance, mais plus sobre, plus adapté à une réunion d'affaires. Avec le tailleur, une note simple, pour que tu te sentes aussi puissante que tu l'as toujours été. Avec amour, José Luis. Carmen passa les doigts sur le tissu, de qualité, émue. Ce n'était pas de la vanité qu'elle ressentait, mais de la gratitude envers ce fils qui comprenait si bien ses sentiments les plus intimes. Le lendemain matin fut un tourbillon d'activités. Une maquilleuse et une coiffeuse arrivèrent tôt pour préparer Carmen, qui se laissa faire avec une certaine perplexité. Elle n'avait jamais reçu de telles attentions, et bien qu'elle se sente un peu mal à l'aise, elle était aussi secrètement ravie. En se voyant dans le miroir une fois les préparatifs terminés, Carmen eut du mal à se reconnaître. Le maquillage, subtil mais efficace, rehaussait ses yeux et adoucissait les rides de son visage. La coiffure, élégante mais pas prétentieuse, lui donnait un air de dignité sophistiquée. Et le tailleur bleu lui allait comme s'il avait été créé spécialement pour elle, comme c'était probablement le cas. José Luis entra dans la chambre et resta momentanément sans voix. « Maman, tu es spectaculaire. » Carmen sentit qu'elle rougissait. « Tout cela est le mérite de ces professionnels, » dit-elle en désignant la maquilleuse et la coiffeuse. « Je suis toujours la même. »« Non, maman, » répondit José Luis avec sérieux. « Cela ne fait que révéler ce que tu as toujours été, une femme extraordinaire, pleine de grâce et de dignité. » Le trajet jusqu'au siège de l'entreprise fut bref. En arrivant, Carmen fut surprise de voir un bâtiment moderne et durable, avec des panneaux solaires recouvrant la façade et des jardins verticaux décorant les murs. Ce n'était pas la typique tour corporative froide et impersonnelle qu'elle avait imaginée. « Tu aimes ?» demanda José Luis, remarquant son regard. « Nous l'avons conçu en suivant des principes de durabilité et de bien-être. L'idée est que la planète et les personnes qui y travaillent en bénéficient. » Carmen acquiesça, impressionnée. « C'est magnifique, mon fils, et cela a du sens, si ce que tu veux, c'est faire du monde un endroit meilleur. » En entrant dans le bâtiment, Carmen remarqua quelque chose d'inhabituel. Tous les employés, des agents de sécurité aux dirigeants, saluaient José Luis par son nom, et il répondait de même, demandant souvent des nouvelles de famille ou de situations personnelles.
Il n'y avait pas cette barrière invisible qui sépare souvent les patrons de leurs subordonnés. La salle de réunion était spacieuse et lumineuse, avec de grandes fenêtres offrant des vues spectaculaires sur la ville. Autour d'une table ovale, une dizaine de personnes attendaient déjà, des hommes et des femmes de divers âges et de diverses apparences. Permettez-moi de vous présenter la personne la plus importante de ma vie, dit José Luis en entrant. Ma mère, Carmen Vasquez. Tous se levèrent et Carmen reçut des salutations respectueuses dans plusieurs langues. Elle se sentait comme dans un rêve, déconnectée de la réalité familière de sa vie à Paris. La réunion commença par des présentations formelles et une exposition détaillée du projet que José Luis voulait financer. Un système innovant, d'énergie renouvelable qui pourrait fournir de l'électricité aux communautés isolées et défavorisées. Carmen écoutait attentivement, surprise par la passion et les connaissances dont faisait preuve son fils. Elle avait toujours su qu'il était intelligent, mais le voir en action, maîtrisant des données techniques complexes et des aspects financiers complexes, la remplissait d'une fierté indescriptible. À un moment donné, l'un des investisseurs, un homme plus âgé à l'aspect sévère, l'interrompit. « Impressionnant, monsieur Vasquez, mais j'ai une question. Comment pouvons-nous être sûrs qu'il maintiendra les valeurs éthiques de son entreprise à mesure qu'elle grandira? Le pouvoir et l'argent changent les gens. » José Luis fit une pause, regardant Carmen. « Permettez-moi de vous raconter une histoire sur ma mère, » commença-t-il. Et ainsi, devant ces puissants investisseurs internationaux, José Luis raconta l'histoire de Carmen. Non seulement l'incident d'élégance, mais toute sa vie, comment elle avait élevé seule ses 2 enfants après être devenue veuve jeune, comment elle avait travaillé sans relâche comme couturière et femme de ménage pour qu'ils puissent étudier, comment elle leur avait inculqué des valeurs de respect, de dignité et de service aux autres. Chaque décision que je prends, conclut José Luis avec émotion contenue dans la voix, chaque politique que nous mettons en œuvre dans cette entreprise est inspirée par ce que ma mère m'a appris. Que le vrai succès ne se mesure, et pas à l'argent ou au pouvoir, mais à la façon dont on améliore la vie des autres. Il y eut un silence dans la salle. Carmen sentit tous les regards posés sur elle, mais pour la première fois de sa vie, elle ne se sentit pas intimidée. Elle regarda directement l'investisseur qui avait posé la question et, d'une voix claire et ferme, dit « Mon fils a appris dès son plus jeune âge que la vraie richesse réside dans la façon dont on traite les autres, en particulier ceux qui ne peuvent rien vous donner en retour. Je ne peux pas vous garantir que l'argent ne le changera pas, monsieur. Personne ne peut garantir cela. Mais je peux vous dire que les valeurs que je lui ai enseignées sont gravées si profondément en lui que je doute qu'il puisse les trahir, sans se trahir lui-même. » L'investisseur la fixa pendant quelques secondes, puis, de façon inattendue, sourit. « Madame Vasquez, je comprends maintenant d'où vient l'intégrité de votre fils. Et oui, je suis prêt à investir dans ce projet. » Un par un, les autres investisseurs exprimèrent leur soutien. À la fin de la réunion, José Luis avait obtenu le financement complet pour son ambitieux projet. Tandis que les invités se dispersaient, Carmen resta assise, digérant ce qui s'était passé. Comment était-il possible qu'elle, une simple femme de Belleville, ait influencé une décision qui affecterait des milliers de personnes dans des communautés isolées du monde entier? Plus tard, pendant le dîner sur la terrasse du manoir, José Luis leva son verre. « À toi, maman, pour tout ce que tu m'as appris, pour la femme extraordinaire que tu es. » Carmen sourit, émue. « Je n'aurais jamais imaginé que mes petites leçons auraient autant d'impact, mon fils. »« Elles n'étaient pas petites, maman, » répondit José Luis avec sérieux. « Elles étaient fondamentales. Tu m'as appris à voir au-delà des apparences, à respecter chaque personne, indépendamment de son statut ou de sa position. Tu m'as appris que la dignité n'est pas un privilège, mais un droit. Et maintenant, grâce à toi, des milliers de personnes auront accès à une énergie propre et abordable.
Carmen resta au Mexique pendant 2 semaines, au cours desquelles José Luis lui montra non seulement les merveilles touristiques du pays, mais aussi les projets sociaux que son entreprise avait mis en place. Des écoles dans les quartiers défavorisés, des cliniques mobiles pour les communautés indigènes, des programmes de formation professionnelle pour les femmes en situation de vulnérabilité. À chaque endroit qu'il visitait, Carmen voyait comment les valeurs qu'elle avait essayé d'inculquer à ses enfants se manifestaient par des actions concrètes, tangibles, qui amélioraient la vie de personnes réelles. C'était un héritage qui allait bien au-delà de ce qu'elle aurait jamais pu imaginer. La veille de son retour à Paris, José Luis organisa un petit dîner chez lui. À la surprise de Carmen, Pilar apparut à la porte, accompagnée de Sofia Rivero. Surprise. « Maman !» s'exclama Pilar en l'embrassant. « On ne pouvait pas te laisser rentrer seule ?» Carmen regarda son fils, comprenant. « Tu as tout organisé ?» José Luis acquiesça en souriant. « Je voulais qu'on soit tous ensemble, comme une famille. Et Sofia est venue parce qu'elle a des idées pour la fondation qu'elle veut discuter avec toi. » Le dîner fut intime et émouvant. Entre rires et souvenirs, Carmen observait ses enfants, la femme en qui Pilar était devenue, l'homme qu'était José Luis. Elle ressentait une fierté, si immense que cela lui serrait la poitrine. « Tu sais, » dit Sofia à un moment donné, « l'histoire de ce qui s'est passé chez Élégance est devenue une sorte de légende dans le monde du retail de luxe. Cela a inspiré de nombreuses boutiques à revoir leur politique en matière de service à la clientèle. »« Vraiment ?» demanda Carmen, surprise. Sofia acquiesça. « Absolument. En fait, nous organisons un congrès sur la nouvelle élégance, inclusion et respect dans le secteur du luxe, et nous serions ravis que tu sois la conférencière principale. » Carmen faillit s'étrangler avec son vin. « Moi ? Mais je ne connais rien au luxe ou aux affaires. » « Justement pour ça, » intervint Pilar, « tu peux parler de ce qui compte vraiment, la dignité humaine, le respect, les valeurs qui transcendent les marques et les prix. » José Luis prit la main de sa mère. « Tu n'as pas à décider ? Maintenant, maman, mais réfléchis-y. Ton histoire peut inspirer beaucoup de personnes, changer les mentalités, transformer toute une industrie. » Carmen regarda autour d'elle. Ses enfants, Sofia, cette nouvelle vie qui s'ouvrait devant elle. Une vie dans laquelle sa voix était écoutée, dans laquelle ses valeurs étaient valorisées, dans laquelle sa dignité était reconnue, non pas malgré sa simplicité, mais grâce à elle. « J'y réfléchirai, » promit-elle, avec un sourire qui illuminait tout son visage. « Mais seulement si je peux porter mon cardigan beige. » Tous rirent, et Carmen ressentit un bonheur profond, authentique. Non pas parce qu'elle pouvait désormais s'offrir le luxe ou parce que son fils était un homme d'affaires prospère, mais parce que, à 72 ans, elle avait compris que la vraie élégance, la vraie dignité n'avait jamais été dans ce qu'elle portait ou ce qu'elle possédait. Elle avait toujours été en elle, dans cette force silencieuse qui l'avait soutenue tout au long d'une vie de défis. Et maintenant, cette même dignité transformait des vies, inspirait des changements, laissait une empreinte dans le monde qui transcenderait sa propre existence. Et la robe bleu marine, elle était toujours dans son armoire à Paris, non plus comme un symbole d'humiliation et de rejet, mais comme un rappel que même les moments les plus sombres peuvent se transformer en opportunités de croissance, de transformation et d'amour. Car comme Carmen l'avait appris, la vie n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y répondez. Et parfois, la réponse la plus puissante n'est pas la vengeance ou le ressentiment, mais la dignité inébranlable et l'amour inconditionnel. En rentrant à Paris, Carmen retrouva son appartement à Belleville exactement comme elle l'avait laissé. Petit, modeste mais imprégné de souvenirs et de chaleur. C'était comme rentrer chez elle après un rêve extraordinaire. Cependant, quelque chose avait changé. Non pas dans l'appartement, mais en elle-même. Elle ne se voyait plus comme une vieille dame invisible, insignifiante. Elle se voyait comme ce qu'elle avait toujours été. Une femme forte, digne, capable d'influencer positivement la vie de ceux qui l'entouraient. Les jours suivants se déroulèrent dans une nouvelle routine. Le matin,
Carmen continuait de visiter la maison de retraite, mais elle apportait désormais avec elle des histoires du Mexique, des photographies de projets sociaux, des exemples concrets de la façon dont la dignité et le respect pouvaient changer des vies. Les résidentes l'écoutaient avec admiration, inspirées par cette femme qui, comme elle, avait vécu une vie d'efforts et de sacrifices, mais qui voyait maintenant ses valeurs fructifier de manière inattendue. L'après-midi, Carmen travaillait avec Sofia à la fondation. Ensemble, elles ont conçu des programmes pour soutenir les femmes âgées en situation de vulnérabilité, des ateliers d'estime de soi, une formation aux nouvelles technologies, des activités intergénérationnelles. Carmen apportait la sagesse, de l'expérience, Sofia les ressources et les contacts pour concrétiser ses idées. Un après-midi, alors qu'elle prenait un café sur la place des Vosges, Sofia montra à Carmen une ébauche du programme du Congrès sur la nouvelle élégance. Les titres des conférences parlaient d'inclusion, d'autonomisation et de respect du client. Carmen parcourut les pages avec attention. Il y avait des ateliers de sensibilisation, des conférences magistrales et des tables rondes où l'on débattrait de la manière de changer la culture interne des entreprises de luxe afin que le traitement soit toujours humain, quelle que soit l'apparence ou l'origine de l'acheteur. « Je veux que tu ouvres le congrès avec tes mots, » dit Sofia. « Nous avons besoin que ce soit une déclaration de principe. Quelque chose qui fasse réfléchir tous les participants dès la première minute. » Carmen respira profondément. Elle se souvint du tremblement de ses mains dans cette boutique, de la voix tranchante qui l'avait humiliée. Mais elle se souvint aussi de la force qu'elle avait trouvée en elle-même et de l'amour de ses enfants. Cette douleur avait fleuri des années plus tard en opportunité pour d'autres. Elle acquiesça, prête à essayer. Les semaines qui suivirent furent d'une intense préparation. Carmen rédigea son discours à sa modeste table de salle à manger, pesant chaque mot. Elle voulait transmettre l'idée que la vraie élégance réside dans la capacité de voir l'autre, de reconnaître sa dignité et de lui offrir le respect sans réserve. Chaque nuit, elle lisait et réécrivait, recherchant la simplicité et la force émotionnelle. Peu avant de s'envoler pour Paris pour le congrès, Carmen reçut une surprise. Les éditions locales lui proposèrent un livre de mémoires où serait publiée son histoire complète, de sa jeunesse au voyage au Mexique et à son travail à la Fondation. Elle accepta avec humilité, comprenant que ce livre pourrait atteindre de nombreuses femmes qui s'étaient senties invisibles pendant des décennies. Le matin du congrès, l'auditorium du Palais des Congrès était plein. Des chefs d'entreprise, des dirigeants de maisons de luxe, des consultants et des médias attendaient la femme qui a transformé une boutique. Quand Carmen monta sur scène, vêtue d'un simple tailleur bleu et de son indissociable cardigan beige posé sur son bras, un murmure parcourut la salle. Elle s'arrêta quelques instants devant le micro, tenant ses notes. Elle contempla le public, des visages attentifs, certains sceptiques, d'autres visiblement émus. Elle prit une profonde inspiration et commença. « Il y a quelques jours, je marchais dans ces mêmes rues en étant une femme âgée comme les autres, vêtue de vêtements simples. Je suis entrée dans une boutique de luxe et je me suis sentie invisible, jugée pour ce que je n'avais pas. Je ne suis pas étrangère à la pauvreté ni au sacrifice. J'ai été mère célibataire, j'ai travaillé d'arrache-pied pour nourrir mes enfants, j'ai cousu chaque nuit pour leur donner un avenir. Mais ce jour-là, j'ai compris que la vraie misère ne réside pas dans le manque d'argent, mais dans le manque de dignité que certains nous imposent par un simple geste ou un mot. » Pendant qu'elle parlait, Carmen vit des larmes couler sur certains visages. Elle continua à raconter son histoire. La surprise du convoi de SUV, la défense de son fils, la fondation pour les femmes âgées et finalement l'impulsion d'un changement culturel dans l'industrie du luxe. Aujourd'hui, je vous demande de ne pas considérer vos clients comme de simples chiffres ou des volumes de vente. Je vous demande de les voir comme des personnes avec des histoires, des rêves et la peur d'être rejetés. Mettez en œuvre des politiques qui garantissent un traitement respectueux et chaleureux.
Souvenez-vous que parfois, un sourire ou un bienvenu sincère suffit pour redonner confiance à celui qui se sent diminué. À la fin, le silence dura à peine quelques secondes, avant d'éclater en un tonnerre d'applaudissements. Carmen descendit de scène avec la certitude d'avoir touché le cœur de beaucoup de personnes. Pendant les jours suivants, des sessions de travail basées sur son discours furent organisées et elle fut interviewée par de nombreux médias qui baptisèrent cette rencontre comme l'éveil de l'élégance avec le cœur. De retour à Paris, Carmen trouva sa vie transformée. Dans l'immeuble d'à côté, un centre de jour pour personnes âgées lui demanda de collaborer en animant des ateliers sur l'estime de soi. Dans le quartier, les voisins la saluaient avec fierté, comme si l'éclat de sa réussite leur appartenait également. Et le soir, elle passait des heures à répondre aux lettres de femmes qui lui racontaient des histoires similaires d'humiliation et d'exclusion, et qui, grâce à son livre et à son discours, avaient retrouvé le courage d'exiger le respect. L'édition de ses mémoires fut mise en vente avec un grand succès. L'élégance de la dignité devint un succès inattendu, traduit en plusieurs langues et recommandé dans les clubs de lecture et les forums d'entreprise. Carmen restait modeste, reconnaissant que tout ce qu'elle faisait, elle le devait aux enseignements qu'elle avait reçus et transmis à ses enfants tout au long de sa vie. Un jour, alors qu'elle dédicaçait des exemplaires dans une petite librairie du quartier latin, un groupe de jeunes s'approcha timidement. « Vous êtes bien Carmen Vasquez ?» demanda une jeune fille. « Oui, » répondit-elle en souriant. « Comment puis-je vous aider ? J'ai lu votre livre. Grâce à vous, j'ai compris que même si je n'ai pas un gros salaire, je mérite d'être traitée avec respect dans mon travail de serveuse, » dit la jeune fille, la voix brisée. « Aujourd'hui, j'ai demandé à mon chef de revoir le protocole d'accueil pour tous les employés, pas seulement pour les clients VIP. Je me suis senti tellement inspiré. » Carmen l'embrassa et lui offrit un simple conseil. La dignité se défend chaque jour, par de petits mots et des gestes quotidiens. Ne cessez jamais de le rappeler à ceux qui vous entourent. La jeune fille s'éloigna les yeux brillants. Peu de temps après, Carmen reçut une invitation de l'université locale pour donner un cours sur éthique et service à la clientèle. Elle passa les après-midi à préparer le programme, à rencontrer des étudiants et des professionnels qui voulaient apprendre à humaniser leur approche. Pour elle, c'était une autre façon de semer les graines du changement. Un matin pluvieux, alors qu'elle prenait le thé dans son appartement, un message de Pilar arriva. Elle voulait organiser une exposition photographique avec des images des femmes bénévoles, des bénéficiaires de la fondation et des moments les plus significatifs de la lutte pour la dignité. Carmen accepta avec enthousiasme. Pendant des semaines, Pilar et une équipe de collaborateurs ont recueilli des photographies et des témoignages. L'inauguration dans un centre culturel du quartier de Montmartre fut un succès. La salle principale était bondée, des dames âgées qui avaient retrouvé leur estime de soi aux dirigeants en cravate qui ont été émus en lisant les histoires. En parcourant l'exposition, Carmen se retrouva devant la photographie de la robe bleu marine, bordée d'argent, étendue sur le canapé de sa maison. Elle l'observa attentivement. Ce n'était plus seulement un objet de désir, ni un symbole d'exclusion. C'était le point de départ d'un chemin de justice et d'amour. Elle sourit et continua à marcher. Les années continuèrent de passer, mais l'élan ne s'arrêta pas. Élégance devint une étude de cas dans les écoles de commerce et les facultés de mode. Les plus grandes maisons de luxe adoptèrent de nouveaux manuels de traitement de la clientèle. Et chaque fois que Carmen se rendait à des conférences ou à des réunions de la fondation, elle voyait des dirigeants qui la saluaient avec une lueur dans les yeux. « C'est vous, Madame Vasquez, qui nous avez appris à vraiment regarder. » Pour son 90e anniversaire, elle fut célébrée à la maison de retraite où son héritage avait commencé. Il n'y eut pas de discours grandiloquent, mais une simple réunion remplie d'affection. Les personnes âgées qu'elle avait aidées à retrouver l'estime de soi, les bénévoles formés par elle, ses enfants, petits-enfants et amis. Sur la table, il y avait un gâteau à la vanille, avec un glaçage bleu,
Lorsqu'on lui apporta le gâteau, Carmen souffla les bougies en faisant un vœu intime, qu'aucune personne, en aucun lieu, ne soit plus jamais jugée sur son apparence. En ouvrant les yeux, elle vit José Luis et Pilar applaudir avec émotion. « Maman, » murmura Pilar, « tu as déjà réalisé ce vœu ?» Carmen la regarda, émue. Elle n'avait pas besoin d'autres preuves. Sa vie avait été une preuve suffisante que la dignité, cette force silencieuse, pouvait soulever des montagnes, changer les cœurs et transformer des mondes. Et ainsi, dans ce petit salon de Belleville, entre rires et embrassades, Carmen Vasquez comprit que sa plus grande réussite n'était pas le congrès, ni le livre, ni la fondation, mais la certitude d'avoir vécu et enseigné la véritable élégance, celle du respect mutuel, des valeurs partagées et de l'amour inconditionnel qui ne s'éteint jamais. Félicitations. Écrivez 9 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes restés jusqu'au bout avec moi. Merci d'avoir regardé et à l'histoire de demain sur cette même chaîne.